Bonsoir à tous. Nous approchons du crépuscule de cette 6e édition du AI for Health Summit. Nous nous tenons là, à Station F. Nous sommes en quelque sorte le dernier rempart qui sépare l'auditoire du cocktail de fin. Il faut donc mettre le paquet. Et mettre le paquet, les organisateurs l'ont fait avec ce sujet captivant, ce sujet ambitieux, tant par son objet que le condensé qu'il suggère, une brève histoire de l'éthique en santé des temps anciens à ceux de l'IA. J'ai l'honneur d'être l'hôte de cette table ronde ce soir. Je m'appelle Marion Abécassis et je suis avocat au barreau de Paris et New York, spécialisée dans le domaine des sciences de la vie, au sein du cabinet DLA Piper, et à côté, j'entreprends des travaux de recherche, et notamment en bioéthique, et entre autres, avec le comité d'éthique de l'INSERM. Nous avons la chance d'accueillir des intervenants de grande qualité ce soir, un véritable concentré de cellules grises qui n'ont rien d'artificiel. Avec Milo, responsable des sujets IA et technologies émergentes à l'Institut Montaigne, qui a publié notamment en avril dernier une note d'action intitulée fort à propos « Investir l'IA sûre et digne de confiance, un impératif européen, une opportunité française ». Il s'intéresse de près à la gouvernance des grands modèles d'IA générative, un nom qui est maintenant sur toutes les lèvres et en particulier aujourd'hui à AI for Health. Nous avons également avec nous Philippe. Philippe, triple fois docteur, docteur en médecine légale, docteur S-lettres en archéo-anthropologie et docteur S-sciences en bioéthique parce que cela ne suffisait pas. Ancien directeur scientifique du musée du Quai Branly à Paris, il dirige le laboratoire anthropologie, archéologie, biologie de l'université Paris-Saclay et a plus d'une anecdote dans sa besace. Et enfin, Emmanuel. Emmanuel qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du centre Maurice Halbwachs. Pardon si... Maurice Halbwachs. À l'ENS, le HESS, et directeur du programme médecine humanité de l'école normale supérieure. Ça, c'est plus facile à dire. Ses recherches actuelles portent sur les transformations de la santé opérées par les nouvelles formes de quantification et de numérisation des individus. Et il a été notamment le rapporteur du CCNE de l'avis 141. Donc là, on voit la juriste qui est en moi, qui doit être très précise, et l'avis 4 du côté CNPEN. Diagnostic médical et intelligence artificielle, enjeux éthiques. Donc 3 intervenants, 3 facettes. Et c'est parti. Première question pour Emmanuel en guise d'introduction. Qu'entendons-nous par l'éthique en santé? L'éthique n'est pas la morale. L'éthique n'est pas le droit, bien qu'elle puisse puiser dans ses ressources ou les alimenter. Mais qu'est-ce donc que la chose éthique en santé? Alors l'éthique, en effet, c'est aussi du droit. C'est pas le droit, c'est aussi du droit, mais c'est surtout une pratique. En fait, il y a beaucoup de comités d'éthique qui ont émergé depuis 1983, quand le Comité consultatif national d'éthique a été créé, qui était le premier comité d'éthique national au monde. Et depuis, il y a une prolifération de comités d'éthique partout. Et en fait, une des façons de répondre à qu'est-ce que c'est que l'éthique, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils font, ces comités. C'est ça la question. Alors la première chose qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent des saisines. Il y a des gens qui leur posent des questions. C'est très important parce qu'un comité d'éthique, ça répond à des questions précises. Ça ne répond pas à des questions comme ça dans le vide. Alors c'est possible qu'ils s'auto-saisissent, mais il y a toujours une question d'abord. Le deuxième point, c'est que les comités d'éthique, ce sont des assemblées pluridisciplinaire. C'est très important qu'il y ait des médecins, mais qu'il n'y ait pas que des médecins. Il y a aussi des sociologues, des juristes, de toutes les disciplines possibles. Il y a même parfois des entrepreneurs, etc. Donc l'idée, c'est que le problème va être saisi depuis une très grande variété de points de vue. Ça, c'est très important. Le point de la discussion, c'est une diplomatie. C'est ça que je trouve très intéressant. Quand on regarde comment fonctionne un comité d'éthique, en fait, on n'essaye pas de convaincre les autres. On essaye de faire comprendre et d'exprimer dans des mots son point de vue d'une façon qui soit compréhensible par les autres. Et donc on reformule à de très nombreuses reprises toujours une idée qu'on peut avoir, et qui peut changer d'ailleurs, mais l'idée c'est de trouver et d'écrire un texte qui corresponde à toutes les opinions. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'éthique, c'est de faire en sorte, par la diplomatie de la parole, qu'il y ait une opinion
communes qui apparaissent de la discussion. Donc voilà, donc c'est ça ce que ça fait, un comité d'éthique. C'est surtout un exercice diplomatique qui permet de trouver des solutions à des problèmes qui conviennent au plus de monde possible. Et c'est pour ça que c'est très proche de la démocratie, en fait. C'est la démocratie de l'expertise, mais une démocratie de l'expertise renouvelée. C'est une nouvelle façon de repenser l'expertise démocratique. Voilà. Alors je me tourne maintenant vers Philippe. Vous ne verrez pas de doute, notamment en votre qualité d'archéo-anthropologue, au fait que les pratiques médicales ont évolué depuis les temps anciens. Évolution qui ne semble aller qu'en s'accélérant. Et aujourd'hui, avec les évolutions sociétales et bien sûr l'impulsion de l'IA sur l'aspect technologique, est-ce que le questionnement éthique en santé évolue dans le même élan au fil de ces époques ? Oui, ce développement éthique, il est croissant avant, dans les périodes anciennes, jusqu'à, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale. On considérait vraiment que le médecin et le biologiste, en tout cas ceux qui géraient le corps humain et les échantillons biologiques, avaient tout droit sur le patient, sur les échantillons du patient, sans lui demander du tout son avis. Une sorte de paternalisme bourgeois. Ils pouvaient collecter, ils pouvaient autopsier, ils pouvaient garder, ils pouvaient tester également des médicaments, des topiques, etc. Et ceci a complètement disparu, heureusement, si on peut dire, par l'évolution, à la fois de la loi, mais également du rapport entre l'homme et les professionnels de santé, entre les patients et ceux qui gèrent tout simplement la prolongation du fil de sa vie. Ce qui nous a donné d'ailleurs des aberrations avec des collections anatomiques dont maintenant on ne sait plus trop quoi faire, parce que soit elles sont utilisées pour la recherche, dans ce cas-là il y a une légitimité à les conserver, soit ce sont des objets qui sont dénués de tout inventaire, dénués de toute information, et parfois on a le nom du patient qui est conservé, on a une traçabilité, mais on n'a plus de diagnostic et plus d'intérêt potentiel pour les conserver. Donc là, on est devant un vrai problème à la fois éthique, mais également un problème qui peut être moral, philosophique, scientifique, voire religieux. C'est que faire de tous ces restes de patients anciens s'ils ne sont pas utiles à la recherche, s'ils ne sont pas légitimes en termes de conservation, eh bien, dans ce cas-là, peut-être les restituer, peut-être les réinhumer et peut-être leur trouver une nouvelle fonction. Donc oui, tout ceci évolue et je pense que les instances à la fois des sciences humaines mais également des sciences fondamentales sont en train de travailler de façon multicentrique et également certaines congrégations religieuses pour savoir comment faire, comment gérer ces patients, notamment issus des diasporas et qui sont nouvellement arrivés ou arrivés de façon relativement ancienne sur le territoire français. Comment gérer cette évolution des pratiques, à la fois de la recherche, des soins et du rapport entre le praticien et sa patientèle. Merci beaucoup, Philippe. Pour Milo, l'IA est un tournant historique. Je crois que ça a été dit notamment par le dernier orateur. Comme vous le rappelez vous-même dans votre note d'action avec l'Institut Montaigne qu'on a cité tout à l'heure. Mais vous soulignez, Milo, que les systèmes IA représentent un facteur indéniable de compétitivité, mais aussi un enjeu de sécurité majeur et croissant. Mais à quel enjeu de sécurité vous faites référence et sont-ils propres à un secteur en particulier ? Oui, donc nous à l'Institut Montaigne, peut-être 2 mots sur l'Institut Montaigne. Notre mission, c'est vraiment de nous intéresser aux politiques publiques, donc au service de l'intérêt général. Et donc à ce titre, moi je m'intéresse aux politiques publiques liées aux nouvelles technologies, et donc plus spécifiquement à l'IA. Concernant l'IA, je pense qu'il y a eu on s'y intéressait notamment par 2 prismes qui se sont succédés et qui répondent du coup en grande partie à votre question. Le premier sujet auquel on s'est intéressé, sujet évidemment éthique d'intérêt général, concernait la question des biais algorithmiques qui se posent de façon générale, mais tout particulièrement dans le domaine de la santé. Donc les biais algorithmiques, ça concerne en fait, c'est l'idée que le système d'IA, en apprenant à partir de données d'entrée qui auront elles-mêmes des biais sociétaux, en sortie va répliquer ces biais, voire les accentuer, puisqu'on a des systèmes d'IA qui sont très puissants ou qui peuvent être diffusés à très grande échelle. Et donc là, il y a un premier grand sujet qui s'est posé à l'époque, c'était en 2020 qu'on a travaillé sur ce sujet-là, dans le cadre d'un rapport qui a été publié à l'époque. Ce premier sujet concernait notamment en fait, les entrées au système d'IA. C'était comment s'assurer que les données qu'on va aller rechercher sont fiables, sont
sont à même à produire les résultats souhaités. Et de façon générale, ça peut poser problème. Ça pose notamment problème quand on a des biais algorithmiques dans des secteurs, ce qu'on appelle à fort impact dans la terminologie réglementaire, comme celui de la santé tout particulièrement. Et pour prendre deux exemples un peu parlants, au début, par exemple, on utilisait des systèmes d'IA, on utilise, et autour de moi, je pense que vous savez bien mieux que moi, pour diagnostiquer certaines maladies, par exemple des tumeurs dans le cadre de cancer. Si on ne comprend pas les données d'entrée, on se retrouvait avec des systèmes d'IA qui labellisaient en sortie des images de tumeurs comme étant cancéreuses dès lors qu'elles avaient une règle graduée à côté. Vous voyez, le parallèle étant qu'en fait, dans les données d'entraînement, il y avait plus souvent des règles graduées à côté de tumeurs cancéreuses qu'inversement. Et du coup, en sortie, on se disait, bon, bah voilà, cette tumeur est cancéreuse, alors qu'en fait, c'était juste une tumeur avec une règle graduée. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, qui je pense, illustre vraiment bien à quel point c'est important de se poser la question du point de vue éthique et des impacts qui arrivent après des données d'entrée, c'est celui de la différence entre les hommes et les femmes. Donc, par exemple, dans le diagnostic de maladies du foie, certains algorithmes d'IA qui avaient été développés initialement étaient 2 fois plus efficaces pour diagnostiquer des maladies du foie chez les hommes que chez les femmes. Et les raisons pour ça, voilà, ça s'applique dans plein de domaines, c'est d'une part que par le passé, les femmes étaient moins bien diagnostiquées et que donc dans les données d'entraînement, on avait moins de cas de maladies du foie chez les femmes et donc c'était moins efficace. Et d'autre part, dans les métriques qui étaient suivies par l'algorithme d'IA, c'était un facteur qui était beaucoup plus fortement corrélé avec le diagnostic de la maladie chez les hommes que chez les femmes. Donc ce premier sujet, c'était vraiment celui des biais. Et je passe très rapidement sur le second qui nous occupe beaucoup en ce moment, qui est plutôt, pas forcément les données d'entrée, mais plutôt ce qui ressort de ces algorithmes et ces systèmes d'IA, dès lors qu'ils deviennent plus capables, très fortement capables, dans des cas, encore une fois, à fort impact, dans des domaines comme celui de la santé, où on voit des modèles d'IA qui contribuent très fortement à la recherche médicale. Il faut se poser la question, et pas juste au niveau réglementaire, mais concernant tous les praticiens, des usages qui peuvent être duals de ces technologies. Je vais m'arrêter là. on me signale que le temps file, mais je peux vous en parler longuement. Merci. Et puis l'avantage, c'est qu'à la suite de la table ronde, il y a le cocktail pendant lequel vous pourrez retrouver nos intervenants. Mais je crois que Milo, ce que vous dites est important et fait une bonne transition, voire même une introduction aux propos d'Emmanuel après cette question, puisque Emmanuel, vous avez été, on a dit, rapporteur de cet important avis co-rédigé par le CCNE, Diagnostic médical et intelligence artificielle. Alors, quels sont les enjeux éthiques qui ont été identifiés comme exacerbés quelque part par l'IA? On a parlé du biais, peut-être que vous allez en parler, et d'autres enjeux auxquels vous pouvez penser. Alors oui, en effet, alors je voudrais juste préciser que d'une part, cette question c'était une saisine du Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe, qui avait posé la question de savoir quels étaient les dangers d'utiliser l'IA dans le cadre du diagnostic médical. Pour répondre à la question, le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, celui qui a été créé en 1983, s'est associé avec donc le CNPEN, le Comité national pilote d'éthique du numérique, puisque en fait, Édouard Philippe avait aussi demandé à Jean-François Delfraissy, le directeur du CCNE, de créer ce comité d'éthique pour le numérique en tant que tel. Et donc, il y a 2 comités qui existent et qui se sont mis ensemble. Et je poursuis l'idée que j'avais émise tout à l'heure. On était vraiment un groupe très très pluridisciplinaire pour travailler. Il y avait des médecins, il y avait des informaticiens, il y avait des sciences humaines, il y avait des juristes. Donc on a beaucoup réfléchi à ça. Et alors les principaux points d'accroche de problèmes qu'on a vu surgir sont d'abord le biais. En effet, les biais algorithmiques, c'est vraiment problématique. Le point qui est problématique, c'est pas qu'il y ait des biais. C'est tout à fait normal que l'intelligence artificielle ait des biais. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces biais. Et le point, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner aux médecins les ressources pour qu'ils aient de la distance et qu'ils n'acceptent pas comme à face value, pour parler anglais, les résultats d'un algorithme et qui puissent au contraire prendre de la distance. Vous vous imaginez en situation médicale, vous êtes un médecin et un algorithme vous donne tel résultat, ça c'est une tumeur cancéreuse. Il faut quand même avoir des ressources pour dire non, l'algo se trompe.
C'est pas vrai. Voilà, il faut quand même. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette ressource? Et l'autre point qu'on avait vu, qui a été très important, c'est qu'on a trouvé que les procédures normatives, les procédures juridiques d'évaluation et de certification des algorithmes médicaux, d'IA en médical, sont extrêmement faibles et complètement en retard. Et donc ça, c'est très problématique. En fait, il n'y a quasiment pas de certification, par exemple, des données des algorithmes d'intelligence artificielle. Ou disons que, c'est assez long de décrire, mais disons que la certification est très 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 faible et elle donne très peu confiance. Donc en fait, ça, c'était le deuxième problème qu'on voulait soulever, qui a été l'objet de beaucoup de réflexions et beaucoup de discussions. Voilà, je vais m'arrêter à ces 2 points principaux: biais et comment prendre de la distance, et la normativité autour de ces outils, de ces dispositifs médicaux, pour parler clairement. Et du coup, on se pose la question, est-ce que parce que la science peut, la science doit-elle? Philippe, est-ce que la quête de connaissances anthropologiques, médicales, autres, révolutionnée par les nouvelles technologies, autorise tout, sous prétexte notamment qu'on l'applique à des patients passifs, des patients morts, des patients du passé? Alors j'aime beaucoup cette expression de patients du passé, et je les considère d'ailleurs comme des patients, étant moi-même médecin, à partir du moment où ce sont des squelettes, des reliques, voire même des hosties miraculeuses, eh bien, on peut considérer que ce sont des patients en l'occurrence, puisqu'elles passent dans des mains médicales. Alors je dois vous avouer que quand j'étais plus jeune, étudiant en médecine, j'avais lu Bergson notamment, et Bergson parle du bien commun. Il décrit cette notion du bien commun qui autorise pour la science quasiment tout. Alors évidemment, ça peut être mal compris, ça peut être mal interprété, notamment avec les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale ou plus tard. Bergson ne fait pas référence à ça par définition, évidemment, mais j'avais un peu cette idée-là que, oui, avec la science, on pouvait ouvrir n'importe quelle sépulture, on pouvait étudier n'importe quel squelette, on pouvait ouvrir n'importe quel reliquaire pour le progrès des connaissances, et donc du coup pour la génération N+1 de l'espèce humaine. Et bien depuis, comme tu as eu la gentillesse de le dire, j'ai fait une thèse d'éthique qui m'a un peu calmé, si je peux dire, et cette thèse d'éthique était sur le statut du corps mort. Et en parlant avec des congrégations religieuses, en parlant avec des philosophes, en échangeant un peu partout aux 4 coins du monde, eh bien, je me suis rendu compte que non, tout n'est pas possible. Il y a un juste milieu à acquérir, et même si les données de l'intelligence artificielle nous permettent maintenant, et les techniques nous permettent de sacrifier de moins en moins d'échantillons, d'être de moins en moins destructeurs et d'avoir de plus en plus d'informations, eh bien, certaines de ces informations peuvent être difficiles à gérer pour, par exemple, prévoir le futur d'un individu, lui dire, ben voilà, vous allez avoir une chorée de Huntington, préparez-vous, dans 24 ans, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort avec 78% de chance, ou plutôt de risque. Mais voilà, comment gérer une vie quand on a, avec les données scientifiques, une cotation potentielle de dangerosité de son existence, d'une fin précipitée et d'une dégradation de son état de santé. Donc, il y a une vraie problématique qui est à la fois éthique, qui est religieuse, qui est philosophique, de savoir, en détruisant de moins en moins, en s'attaquant de plus en plus au nombre d'individus et en générant un nombre de données dont on ne saura pas forcément à titre individuel quoi faire. Voilà, c'est une vraie balance qui fait que nos sensibilités personnelles et nos carrières, éventuellement, nos trajectoires de vie peuvent vraiment inférer sur la façon avec laquelle on travaille et avec laquelle on utilise cet outil génial mais potentiellement dangereux. Mais alors, comment on peut trouver un équilibre, Emmanuel, entre les avantages des avancées technologiques et la nécessité de préserver la sécurité et les normes éthiques dans le domaine médical? Alors, en fait, je vais vous donner les réponses qu'on avait données à nos questions lors de l'avis. En fait, on avait insisté sur plusieurs points. D'abord, il y a un concept qui existe beaucoup, qui a été développé par l'Union européenne, qui est celle de contrôle humain. Et donc, on a pensé que c'était très important de mettre en avant cette idée de contrôle humain, c'est-à-dire que les algorithmes d'intelligence artificielle en matière de diagnostic sont toujours contrôlés d'une façon ou d'une autre par les humains. Alors, il faut réfléchir comment est-ce que ce contrôle s'exerce. C'est ça la difficulté, mais en tout cas, l'idée de contrôle humain est vraiment à mettre en avant. Il y a une autre notion qui est très importante, c'est la notion d'explicabilité, que les informaticiens connaissent bien. Il faut que les algorithmes soient explicables, et ça c'est quand même très, 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 très important. Et le dernier point qu'on avait mis en avant, c'est qu'il faut faire avancer la réglementation concernant la certification des algorithmes d'intelligence artificielle en matière médicale. Et donc pour ce faire, il faut vraiment passer par l'étape Europe,
probablement. Donc c'est un grand détour à faire, mais il faut vraiment le faire parce que sans cette réglementation, en fait, on risquera de ne jamais s'en sortir. Donc voilà, les 3 points importants, je les ai donnés. Voilà, et je rappelle que pour des logiciels, par exemple d'aide au diagnostic, il existe une certification optionnelle par la HAS, mais ça pose effectivement les questions de qui sont les bonnes personnes avec les bonnes compétences pour pouvoir le faire. Est-ce que la HAS est suffisamment armée aujourd'hui? Mais surtout, vous venez de dire que, comme le mot important, elle est optionnelle. Il est tout à fait possible de ne pas passer par l'étape HAS, qui est quand même parce que la HAS ne certifie que les dispositifs médicaux qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc il y a plein de dispositifs médicaux qui ne sont pas remboursés par la Sécu, et donc ils n'ont pas du tout besoin de passer par la HAS. Donc, alors la HAS vient d'établir une liste de questions à poser pour pouvoir s'engager dans l'achat d'un dispositif médical contenant l'intelligence artificielle, mais c'est une ressource qui n'est pas du tout normative pour l'instant. Et puis vous avez mentionné aussi européen, donc ça pose aussi la question d'une uniformisation du droit également à cet endroit. Milo, cette recherche d'équilibre, donc elle peut présenter un avantage, puisque là on parle vraiment, on a l'impression de parler d'obstacles, de barrières insurmontables, mais est-ce que ça peut pas être une opportunité pour nos sociétés, et quelle est votre vision pour le futur de l'IA en France, dans l'Union européenne, et notamment, on peut penser par exemple face à des acteurs chinois. Vous avez 2 minutes. Je vais m'en tenir du coup à 2 points principaux. Le premier est en effet celui de la régulation, de la transparence pour comprendre, certifier les systèmes. Aujourd'hui, de façon un peu ironique, l'Europe est en train de se pencher sur cette question. Les États-Unis et la Chine, eux, ont déjà pas mal avancé pour avoir des mesures de transparence et d'évaluation du risque généré par ces systèmes d'IA. Donc ça, c'est le premier point, c'est celui de la gouvernance, de la transparence. Le deuxième, c'est vraiment de pouvoir développer, et je réponds à votre question sur le modèle européen, de pouvoir développer en Europe des systèmes d'IA qui, au niveau de la conception même, intègrent des principes de confiance et de sécurité par défaut. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité technologique et pas réglementaire. C'est une opportunité par ailleurs sur laquelle on a des vrais atouts en France, en Europe, en matière de cybersécurité, en matière d'ingénierie des systèmes, c'est-à-dire avoir des procédures de sûreté, tout ce processus d'audit, d'évaluation et d'évaluation du risque. Donc on a aussi, du point de vue technologique, cette opportunité de construire en France, en Europe, une IA qui soit sûre et de confiance. C'est parfait. Merci beaucoup, Milo. Le mot de la fin pour Philippe. Quels enseignements pouvons-nous tirer du passé pour guider notre approche des défis éthiques émergents en santé pour le futur ? 2 exemples. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle nous permet maintenant d'obtenir des informations sur tout ce qui peut rester du corps d'un individu. Si vous voulez voir ce qui reste, par exemple, du corps de Louis XIV, qu'est-ce qui reste de Louis XIV maintenant ? Il n'y a plus rien à la basilique Saint-Denis, il n'y a plus rien dans Notre-Dame de Paris, là où étaient les viscères. Les seuls restes qui existent encore de Louis XIV, c'est des fragments du cœur de Louis XIV qui ont été vendus à la Révolution française à un peintre, à râper avec de l'huile de lin, transformé en pigment et mis ensuite dans une peinture qui se trouve au musée du Louvre. Donc tout ce qui reste maintenant du roi de France, c'est une peinture au musée du Louvre et une autre accessoirement au musée de Pontoise. Et c'est tout. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi et comment c'est arrivé là, je vous incite à regarder France 5 demain à 21h20. Vous comprendrez dans un magnifique documentaire comment on en est arrivé là. Et puis, deuxième exemple, je suis venu avec, histoire de vous montrer quand même quelque chose de bien particulier. Le petit objet que j'ai dans la main est un pot à pommade que je suis allé retrouver en faisant des fouilles archéologiques sur l'île de Sainte-Hélène. Et ça vient des toilettes de Napoléon Ier, l'empereur Napoléon, quand il est mort là-bas à Sainte-Hélène. Donc ça date des années 1820-1821. Il faut donc que vous imaginiez que cet objet, Napoléon a mis ses doigts dedans, il a pris la pommade qui était à l'intérieur, il l'a mis sur son visage, ses jambes, ses épaules, que sais-je encore. Eh bien, l'intelligence artificielle, à nouveau, par une étude de données brutes issues d'examens en protéomique, en génétique et en lipido-analyse, nous permet de reconstituer toutes les molécules, tous les fragments de molécules qui étaient présents à l'intérieur de ça, plus les analyses toxicologiques et élémentaires. Donc, on remonte totalement le fil du passé. Et toutes ces études mises les unes à côté des autres nous permettent, avec des personnages historiques, avec des anonymes qui ont fait l'histoire, sur une nécropole de 500 ou 5000 individus gallo-romains, mérovingiens ou romains dont on n'a pas le nom, pas le visage, pas l'identité, eh bien tout ceci nous donne une cartographie
des maladies évolutives au fur et à mesure des lieux et du temps. Et c'est comme ça qu'on voit comment apparaissent les maladies, comment interagissent les maladies les unes avec les autres, comment interagissent les maladies avec l'environnement et comment certaines disparaissent. En étudiant le passé, pour répondre à ta question Marion, en étudiant le passé, on arrive à comprendre l'évolution à venir des maladies. Et ça, seuls les outils de l'IA nous le permettent maintenant. Avant, on était dans l'anecdote, maintenant on est dans une analyse de données, de métadonnées, de mégadonnées, et là maintenant ça commence à devenir intéressant. Merci beaucoup. Et si Napoléon avait su qu'un jour son pot à pommade serait exhibé à AI for Health, il aurait pu être surpris. Merci à nos 3 excellents intervenants. On se retrouve tout de suite autour du cocktail pour ceux qui le peuvent. Et vous pourrez poser vos questions et n'hésitez pas à interagir également avec tout le groupe d'organisation de AI for Health. Merci.